Pour que nature vive. Pour que nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Comment les palétuviers contribuent-ils aux mangroves, entre ciel, terre et océan? Avec Tariq Méziane. Sur le ciel bleu cru de Key Largo, le palétuvier se détachait en noir, à contre-jour, et sa force desséchée, stéréotypée, n'évoquait en rien un arbre, mais plutôt un insecte infernal. Les premiers mots des Merveilleux Nuages, le roman de Françoise Sagan, évoquent le mystère matiné de crainte qui entoure les palétuviers, emblème végétal de la mangrove. Tant d'idées fausses en si peu de mots à propos de cet écosystème unique au monde qui va nous être présenté par Tariq Méziane. Vous êtes écologue marin et professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous avez exploré des mangroves dans le monde entier et donnez-nous votre version des faits. Qu'est-ce qu'une mangrove concrètement et quelles conditions font son épanouissement et y abrite-t-elle une grande biodiversité? Oui, alors j'aimais bien François Sagan. Je suis pas totalement d'accord avec sa définition, pour laquelle je la trouve pour le coup très stéréotypée. Parce qu'effectivement, ce qu'elle dit là, c'est ce qui a longtemps été écrit ou même dans la culture populaire partagé par les gens, où on a une vision d'un endroit relativement peu accueillant, avec des moustiques et autres organismes qui sont pas du tout intéressants pour l'homme. Ce qui est sûr en tout cas pour la mangrove, c'est tout sauf ça. Donc la mangrove, c'est une forêt. On va la trouver dans les zones côtières et estuariennes un peu partout dans le monde, principalement dans l'Indo-Pacifique, d'où elle est, on va dire, originaire, le hotspot, l'endroit où il y a le plus d'espèces de palétuviers au monde, et donc la plus grande diversité d'espèces d'arbres. On va les trouver en Indonésie, mais on va en trouver aussi au Japon, parfois même sous la neige, alors que évidemment il faut de l'eau chaude, mais il y a une remontée d'eau chaude qui se fait par des courants qui permet d'avoir des palétuviers présents, par exemple en Nouvelle-Zélande aussi, où il fait pas très très chaud, mais il y a une descente de courants chauds qui permet justement le développement de ces arbres. On va les trouver en Amérique du Sud, au Brésil, qui reste le deuxième pays au monde où il y a le plus d'espace et de surface de mangroves après l'Indonésie. On va en trouver en Afrique de l'Est, de l'Ouest. On peut même en trouver dans le désert arabique, dans le golfe arabo-persique. Vous allez trouver des palétuviers qui se développent malgré l'aridité du lieu, et la raison pour laquelle ils se développent plutôt dans ces endroits, au milieu intertropical, c'est-à-dire à peu près entre les latitudes 20 degrés nord et sud. C'est principalement lié à la température de l'eau qui doit être de 20 degrés Celsius en moyenne sur l'année. L'autre raison, c'est la présence de vase. Il faut de la vase pour que des mangroves puissent se développer, et en particulier l'arbre, le palétuvier qui le caractérise. Donc un sédiment vaseux important pour que cet écosystème puisse s'implanter, et puis aussi donc une température de l'eau qui leur soit favorable. Et ces deux conditions sont impréalables, mais bien évidemment, au-delà de ça, il faut qu'il y ait le balancement des marées. C'est une forêt qui a les pieds dans l'eau de mer, mais pas tout le temps, donc généralement il se trouve en zone de balancement des marées. Il y a des mangroves qui vont avoir les pieds dans l'eau relativement très longtemps. Souvent c'est des mangroves dites côtières, mais si vous partez dans des mangroves estuariennes, quand on rentre dans les estuaires, le long des rivières, là vous allez dans des kilomètres et des kilomètres après le trait de côte, vous allez trouver des palétuviers et des forêts de mangroves qui sont là, et même s'ils ne voient l'eau de mer qu'une fois par mois, ça peut arriver, aux grandes marées, plus qu'une fois par mois. Et c'est une forêt qui est très très riche, et du coup cette richesse permet justement le développement d'une très très forte biodiversité qui vit dans cet écosystème. Et je dirais même au-delà de l'écosystème en lui-même, la mangrove a un effet sur tous les écosystèmes adjacents, plutôt vers le côté marin ou dans les rivières adjacentes, dans les estuaires. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux noms d'espèces qu'on retrouve dans les mangroves? Alors, il y en a tellement, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils peuvent accueillir deux types de groupes d'animaux. Il y a des animaux terrestres, c'est-à-dire il va y avoir des animaux qui vont être présents à marée basse,
ça va être les oiseaux, ça va être des petits mammifères, des rats par exemple, ça peut être des singes dans certains endroits, des chameaux dans le désert arabique. Vous allez avoir un écosystème terrestre qui se nourrit et se sent protégé par les mangroves à cet endroit-là. Et bien évidemment, il y a tous ces organismes qui sont là avec la marée, et qui sont donc des organismes marins. Vous allez avoir des poissons, des crevettes, et puis surtout des crabes, qui, comme les mangroves, profitent de cet état de balancement des marées, profitent du fait qu'il y ait de l'eau de mer ou qu'il n'y en ait pas. Donc s'il fallait retenir comme animal emblématique des mangroves, ce sont les crabes. Et parmi les crabes, il y a un groupe bien particulier qui s'appelle les grapsidés, ou alors un autre, ce sont les ocypodides. Les plus connus sont bien sûr les crabes qui ont une seule pince, les crabes violonistes. Et ces crabes sont vraiment emblématiques de ces forêts-là. Alors, vous l'avez dit, donc le crabe violoniste est emblématique pour le côté animal. Pour le côté végétal, c'est le célèbre palétuvier. Vous qui les côtoyez beaucoup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'ils ont de véritablement singulier, voire même de fascinant ? Cet arbre est fascinant. Alors, on lui prête une résistance très importante parce qu'on le voit avec son système racinaire, c'est ce qui le caractérise. Vous voyez ces racines aériennes qui, justement, font qu'on peut même d'ailleurs les identifier. On peut nommer un palétuvier par rapport à un autre. Voici un Avicennia, voici un Rhizophora. On peut les identifier à travers le système racinaire, même si en pratique, c'est surtout au niveau des feuilles qu'on arrive à identifier au plus fin telle et telle espèce. Ces systèmes racinaires, en fait, ne sont pas très profonds. Ils s'étalent, bien évidemment, et ce qui fait que cet arbre est une vraie machine de production primaire. On sait que sa production primaire est très élevée, parmi les arbres les plus productifs au monde. Mais au-delà de ça, son système racinaire très particulier permet le fait de pouvoir, en accord avec la vase qui le caractérise, c'est-à-dire le sédiment qui est autour, de pouvoir fixer de la matière organique et donc du carbone en profondeur, et qui fait que, de ce point de vue, on estime que la mangrove est une vraie machine à fixer du carbone, d'abord à travers son système de feuillage, et puis aussi par son système racinaire. Et cet arbre, de ce point de vue, est assez unique. On sait aussi de lui qu'il a une capacité de transférer l'eau et de la purifier au sein même de son système racinaire, beaucoup plus que n'importe quel autre arbre aussi connu par les scientifiques dans le monde. Alors l'autre particularité de ce système racinaire, qui pour la plupart du temps est donc aérien, c'est qu'il est capable de fixer de l'oxygène. Vous allez avoir des lenticelles qui sont présents sur ces racines aériennes qui vont fixer de l'oxygène, et c'est comme ça que cet arbre récupère l'oxygène globalement. Parce qu'en fait, dans la vase, c'est pas possible, c'est anoxique, il n'y a pas d'oxygène dans cette vase-là. Donc le seul moyen pour lui d'aller chercher l'oxygène, c'est de sortir de la racine. Donc ça donne cette vision d'arbre magique avec ses racines échasses plus importantes et qui permettent justement cette fixation d'oxygène. Au-delà d'être diverse, la mangrove, elle est riche de plusieurs fonctions, 3 au moins: protéger, nourrir et reproduire. Comment est-ce que des si petits espaces peuvent faire tant de prodiges ? Des petits espaces, mais une architecture finalement assez dynamique, parce que en fait c'est un espace qui est mouvant, il faut le savoir, et le fait qu'il y ait un balancement de marée, qu'il y ait une arrivée d'eau de mer comme ça ponctuellement, ça crée des opportunités. En fait, ça permet d'augmenter l'espace pour beaucoup d'espèces de poissons, de crevettes qui sont en pleine mer et qui justement profitent de l'arrivée de la marée pour aller vers de nouveaux territoires, se nourrir, pour parfois y rester. Donc en particulier les juvéniles, donc les plus jeunes des animaux, ces animaux-là ont tendance à rester une certaine période de leur vie, la période juvénile, pour se protéger à la fois des prédateurs, parce qu'ils sont beaucoup plus petits, même parfois des adultes même de leur propre espèce, et tout simplement parce qu'ils peuvent se nourrir. Il y a une forte productivité, et par ailleurs, il y a souvent des apports qui viennent de la terre, à travers les estuaires, et même au-delà des estuaires, tous les ruisseaux qui peuvent ruisseler vers les palétuviers, ils peuvent se nourrir parce qu'il y a beaucoup de nutriments, beaucoup de matière organique. Et donc ils se nourrissent, ils se sentent protégés dans cet enchevêtrement de racines qui complexifie l'espace, et donc il y a plus de possibilités de se protéger. Et puis aussi, donc pour certains, c'est carrément être en mesure de pouvoir se reproduire tranquillement, et de pouvoir justement
combler le cycle de vie, ce qui ne serait pas permis s'ils étaient en milieu ouvert, par exemple. Revenons au carbone que vous avez abordé avant. Les mangroves représentent seulement 0,01% des forêts dans le monde et pourtant, on a coutume de les appeler les écosystèmes de carbone bleu efficaces. Pourquoi ça ? Alors, 0,01% de la surface des forêts, peut-être même moins, hein, mais on sait que cette petite surface contribue pratiquement à 10% de la fixation du carbone dans le monde côtier. Et de ce point de vue, cette efficacité est maintenant reconnue. On sait que à surface égale, c'est l'écosystème qui fixe le plus de carbone au monde. Il le fait plus que, par exemple, n'importe quelle autre forêt au monde. Alors, il a quand même de la concurrence avec les récifs coralliens, quand même, hein, mais pour ce qui est des forêts, c'est de ce point de vue reconnu comme étant un très grand capteur de CO2 et aussi de fixation. Alors, bien évidemment, c'est pas vrai partout. Il y a toujours des exceptions. Il y a des types de mangroves. Certaines le font beaucoup, certaines sont plutôt neutres. Mais il y a quand même un gradient d'efficacité qui varie d'un endroit à l'autre, même si la plupart des mangroves sont en capacité de pouvoir faire de la fixation en très grande efficacité. Alors, oublions les neutres et prenons les très efficaces. Pourquoi est-ce que les technosolutionnistes et les amateurs de géo-ingénierie ne se sont pas emparés de ce qui ressemble à une solution miracle? Puisque la mangrove stocke infiniment mieux le carbone que les forêts classiques, pourquoi ne pas en replanter partout et enfin mettre fin au réchauffement climatique? À ce moment-là, il faut des conditions d'implantation des mangroves. Donc il faut de l'espace, avec de la vase, hein, des sédiments qui soient adaptés à pouvoir retenir les petites plantules des palétuviers. Hein, et c'est pas possible partout. Nous sommes limités par l'espace. Je dirais même que jusqu'ici, quand tout allait bien, tant qu'il n'y a pas eu une forte déforestation des mangroves, je pense que les mangroves avaient atteint leur pleine amplitude de répartition. Mais clairement, il n'y a pas tant d'espace que ça qui peuvent recevoir des palétuviers. Et bien évidemment, ça reste limité dans un milieu intertropical. Et enfin, il faut quand même préciser quelque chose. Quand on va planter une forêt, c'est une forêt, en fait, on met une seule espèce. Il y a eu un grand parcours dans la recherche sur trouver les bonnes conditions pour planter telle ou telle espèce, celle qui résiste à tel ou tel type de sédiment. En fait, on y est encore, hein, c'est des recherches en cours. Mais globalement, quand on va planter une seule espèce. Or, la mangrove naturelle, c'est rarement une seule espèce, surtout dans les zones tropicales propre, hein, où vous aurez toujours 2, 3, 4, voire plus d'espèces qui cohabitent selon un gradient de la mer vers la terre, et cette complexité fait justement une richesse plus importante qui fait que même il y a une plus grande diversité. Plus il y a d'espèces de palétuviers, plus vous allez avoir une diversité animale plus importante autour, et de même que sur la notion de fixation de carbone, une vieille mangrove fixera beaucoup plus de carbone qu'une nouvelle mangrove replantée. Donc ça n'est pas la panacée que de dire on va replanter et que ça sera tout simplement une solution miracle, au-delà de ce que je vous disais, le problème de pouvoir le faire quelque part quand il y a de l'espace. Terminons avec un autre aspect des mangroves. Plus on les détruit, plus les crevettes que vous avez mentionnées tout à l'heure ont des difficultés à vivre. Alors on creuse des bassins pour faire de la crevetticulture et répondre à la demande de consommation mondiale. Petite question pour terminer, est-ce bien raisonnable ? Non, bien sûr que ce n'est pas raisonnable, et c'est sûrement pas une production raisonnable que celle des crevettes. Il faut rappeler quand même qu'en 40 ans, plus de 35% de la surface des mangroves dans le monde a été détruite, principalement dans l'Indo-Pacifique, mais aussi partout en Afrique, en Amérique du Sud, et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Alors il y a eu des sursauts comme ça de dire on va quand même essayer de faire très attention, en particulier en France, on fait beaucoup attention à nos mangroves, il y a des réglementations pour pouvoir les protéger, mais c'est pas le cas partout, et de ce point de vue, oui, la mangrove est en train d'être déracinée, il y a une forte déforestation. D'abord, il y a beaucoup de facteurs qui s'additionnent dans cette déforestation. Il y a le fait que ça se trouve souvent dans des zones, dans des pays en voie de développement qui doivent subvenir à leurs besoins. Donc la protection de la mangrove n'est peut-être pas une priorité.
On a peut-être plutôt besoin de prendre des terres sur lesquelles on va faire du riz, par exemple en Afrique, ou même des plantations de palmes, par exemple en Indonésie ou en Malaisie. Il y a vraiment cette envie de récupérer des terres. Donc tout à l'heure, vous me disiez, est-ce qu'on peut pas faire de l'ingénierie et planter? En réalité, les gens récupèrent des terres sur les mangroves pour pouvoir en faire autre chose. Et il y a des productions pétrolières aussi. On retrouve beaucoup de pétrole dans certains estuaires où justement se trouvent des mangroves, ce qui va affecter leur développement et puis leur croissance. Il y a bien évidemment la déforestation toute simple pour prendre du bois, pour faire du feu. Mais dans tout cela, ce n'est rien par rapport à la principale menace sur les mangroves, qui sont bien évidemment la crevetticulture, les bassins de crevettes et parfois de poissons. Dans un premier temps, et ça a été fait pendant des décennies, on va creuser dans la mangrove, on va couper les arbres et on va faire des bassins dans lesquels on va ensemencer des petites crevettes qui deviendront grandes au bout d'un cycle de 8 à 9 mois. Et on a vite compris l'avantage de cette production, c'est que en fait on n'a pas besoin de trop les nourrir, le sol est très riche. Et comme il est très très riche, eh bien les crevettes se développent relativement bien et on rajoute un peu d'antibiotiques pour pouvoir les soigner. Sauf que au bout de 2-3 ans, le sédiment sur lequel a été créé ce bassin d'aquaculture, eh bien il s'appauvrit et en fait on ne peut plus faire de la crevetticulture. Donc on va tout simplement ne plus s'en occuper, on va l'abandonner, ça va rester en jachère et on va passer à côté. C'est ainsi que surface après surface, on élimine. Plus on détruit les mangroves, moins il y a de crevettes en haute mer. Parce que je vous parlais tout à l'heure du cycle de vie. Les crevettes ont besoin, à un moment de leur vie, de venir se protéger dans la mangrove quand ils sont tout jeunes, les juvéniles, et ils restent là pendant 2-3 mois. Et bien, quand il n'y a plus les mangroves, il n'y a plus le maintien du cycle complet de vie de ces espèces, il y en a plusieurs, et bien ils ont tendance à disparaître. Donc on détruit des mangroves pour faire de la crevette, puis en fait on en détruit encore plus de crevettes, puisqu'on n'arrive plus à avoir des crevettes naturelles, de moins en moins en tout cas, au milieu intertropical. Ça ressemble un peu à une allégorie de l'action de l'homme sur la protection du climat, de ce que vous nous avez écrit à la fin. Merci infiniment d'avoir rendu justice à la richesse et à la biodiversité des mangroves et des palutiviers. Merci beaucoup Tariq Méziane. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Tariq Méziane, écologue marin et professeur du Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.